Vous êtes un collectionneur. Aujourd'hui, je suis chez Coco Fronsac et Jim Skull. Et je suis évidemment ravie d'être là. Oh, merci. Alors on me dit que je suis tout le temps ravie, mais c'est vrai, je n'invite que des gens qui me font plaisir et dont je suis ravie de la présence. Et alors on est dans une maison qui, à mon avis, n'aurait pas pu accueillir autre chose que de grands collectionneurs. Et donc je vais leur laisser décrire un peu l'endroit que j'ai eu la chance de visiter. Alors déjà collectionneur, je suis pas sûre qu'on soit vraiment collectionneur. Je dirais qu'on est plutôt collecteur ou gardien ou sauvegardien. Et après cette maison, elle est à Rochefort-sur-Mer. Et on est venu parce que moi j'ai fait une exposition sur Pierre Loti où j'ai eu carte blanche. Et Pierre Loti était aussi un grand collectionneur aussi excentrique et en fait c'est une belle rencontre avec Pierre Loti et avec la ville de Rochefort. Ah, j'adore Rochefort, oui, c'est un vrai coup de cœur. Et puis du coup voilà, on a cherché après une maison, un atelier, un jardin en plein cœur de ville et on a trouvé. Et puis après Jim, moi j'ai suivi. Il a été obligé de suivre, voilà. Donc j'ai pas le choix. Nous voilà à Rochefort dans cette. Mais c'est très bien. Donc je confirme que c'est assez joli cette histoire de collectionneurs qui viennent rejoindre un collectionneur. C'est très sympa. Et quand j'ai interviewé déjà des polycollectionneurs, c'était par exemple l'épisode 3, mais ça n'avait rien à voir quand même avec ce que j'ai parcouru aujourd'hui, où c'est collectionneurs de collection, c'est des omni-collectionneurs, je dirais. Maurice Reims parle d'omniomane. Alors Coco me regarde complètement stupéfaite parce qu'elle pense qu'elle n'est pas collectionneuse, mais je vous assure qu'il y a suffisamment de choses magnifiques et en série dans cette maison pour penser qu'on est chez des collectionneurs. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé à Jim « Qu'est-ce que vous collectionnez ?», il m'a répondu « Prenez votre temps, tout ». Et il a enchaîné photos, dessins, gravures, art extra-européen, mobilier, design, armes, luminaires, art du jardin, art publicitaire, anatomie, objets naturels, des Christ. C'est sûr qu'il y a beaucoup de Christ. Des ossements, des livres, des crânes de médecine, des œuvres de nos copains, de la peinture ancienne, des objets en papier mâché, des cheveux, des reliquaires, des panneaux de coiffure, mes œuvres. Et j'en rate. Et les miennes ? Et les tiennes. C'est vrai, parce que maintenant que j'y suis, il y a beaucoup les tiennes. Et cette belle liste à l'après-vert, en fait, je trouve ça absolument merveilleux. Et j'aimerais que vous nous racontiez comment ça commence, comment ça se développe, une profusion merveilleuse comme la vôtre. Moi, je pense que c'est par notre rencontre. Qu'on était étudiants, qu'on s'est rencontrés aux arts appliqués. C'est vrai que Coco m'a amené... Bon, on avait quand même une culture d'histoire de l'art, etc. On avait nos cours d'histoire de l'art, mais moi, je viens d'une famille où il y avait peu de choses, voire rien. Et quand Coco m'a emmené chez ses grands-parents où elle vivait, dans une famille d'artistes, j'ai été plongé dans l'univers de la collection tout de suite. Et un de mes premiers grands chocs, c'était de voir un vrai tableau sur un mur. Je me suis dit, j'allais dans les musées, etc. Je connaissais pas les galeries. J'étais quand même très jeune, j'avais à peine 20 ans, mais c'était pas la culture familiale. Et j'arrive chez eux et je vois sur un mur un tableau. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fout, un tableau chez des gens? Il n'y en avait pas qu'un. Il n'y en avait pas qu'un. Et c'était, je sais pas, de l'art ethnique, ethno. Il y avait du précolombien, de l'africain, mais des collections de verres, des poupées, enfin tout un univers fantastique. Et là, je me suis dit, je sais pas, c'est un monde vraiment bizarre, quelque chose que je connaissais absolument pas. Et Coco, par la suite, m'a emmené au Puce de Vanves. Et alors là, je suis tombé dedans. Oui, alors que moi, contrairement à ça, c'est vrai que j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Donc moi, les objets, c'est un peu le contraire. Quand je suis allée chez tes parents, où il y avait rien, pour moi, il y avait rien. Il y a comme un beau néon au plafond. Oui, c'est sûr, c'est pas du tout la même ambiance. Et après, je me suis dit, c'est étrange. Quel est le monde, quel est le vrai monde en fait? Est-ce que c'est qui a raison dans l'histoire? Enfin, comment on se sent dans une maison où il y a rien? Et alors que moi, je me sentais tellement bien dans une maison où il y avait tellement de choses et ça paraissait tellement normal, normal pour moi d'avoir tout ça. En même temps, mes parents, ils ont beaucoup déménagé, et donc peut-être que c'est aussi lié à ça. Donc il y a eu très peu ils ont eu aussi très peu de contact avec le milieu de l'art où on était en Nouvelle-Calédonie. Ils auraient pu collectionner les cailloux.
Oui, je sais pas. Oui, parce que Coco, elle collectionne les cailloux. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Et donc, vous avez commencé à fréquenter Vanves. Vous m'avez dit, il y a tellement de choses qui viennent de Vanves ici. Mais assidûment. Pendant 30 ans. Pendant 30 ans, puis on a même vendu avant. Moi, de mon côté, j'ai commencé à collectionner les chaussures avec toi, et on s'est mis à vendre des chaussures et du vintage à Vanves en 80. Même à l'école des arts appliqués, en fait, on avait vendu aux arts appliqués dans le hall de l'école, et le directeur de l'école nous avait dit, mais vous faites pas un BTS de vendeur de chaussures, mais vous faites Vous allez être artiste. Alors vous allez me virer tout ça. Mais bon, après on avait nos placards, tout le monde descendait dans les sous-sols, acheter ou des ballerines des années 50, 60, des talons aiguilles. On partait en province dans notre petite mini, on faisait des razzias, tous les vieux magasins de chaussures, on les faisait, et comme ça on vendait, on pouvait aussi après s'offrir d'autres choses, et moi, j'ai particulièrement plongé dans le bain de Vanves, où là, tout d'un coup, c'était un grenier géant, quoi, avec le grenier des enfants, où tout est... Des gens qui venaient de partout et qui amenaient des choses tellement différentes. Oui, il y avait tous ceux qui amenaient des tissus, les gravures, les fonds de cave, les bouteilles, tous les amateurs de tout, et ça a vraiment éveillé... moi, ça m'a vraiment excité. À un moment, je me suis même demandé si j'allais pas en faire mon métier, quitter la publicité. Là, il y avait une telle diversité, un tel champ incroyable. Tu me disais tout à l'heure que ton premier salaire et toutes tes économies étaient parties dans un gorille. Dans un gorille magnifique. En stuc, pas un vrai gorille. Un squelette. Ah oui, un squelette, le squelette entier, oui, de la maison Tramont, c'est vers les années 1850, parce que après je me suis renseigné. Mais après, il faut quand même un peu travailler. L'objet, c'est sympa, mais ça vous donne envie d'en connaître plus sur son histoire. Donc là, j'étais quand même très, 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 très féru de crâne déjà, d'ossements et autres. Mais là, exceptionnel, un squelette entier, quoi de plus beau. Et c'est en allant, faisant une infidélité à Vanves, que je suis allé à Clignancourt. Et à Clignancourt, il y avait un type qui était spécialisé un peu dans des objets un peu étranges, bizarres, voilà. Et moi, l'étrange bizarre, ça nous plaisait bien. Et il y avait une énorme gigantesque défense de mammouth fossilisé. C'était magnifique. Un beau soclage comme ça dans la vitrine, très sombre à l'intérieur. Je regarde, je n'osais pas trop rentrer, je rentre, et derrière l'antiquaire brocanteur, le cigare, et le gorille derrière lui, et je lui demande, je tombe amoureux directement, il me le faut, je le veux. Il me dit, c'est pas à vendre, c'est ma mascotte, c'est peut-être l'objet qui attire tout le monde. Et il s'appelait Favre, je m'appelle Fort, j'ai tout utilisé pour avoir l'objet, et bien sûr ça se négocie, voilà, et je le fais un petit peu pleurer, et je pars avec le gorille. Et là, c'est formidable. Mais bon, j'arrive chez ma mère, par exemple, et là, elle me dit, mais complètement fou. Ça fait 3 mois que tu travailles, et tous tes salaires vont y passer, quoi. Je regrette pas, je l'ai 35, 40 ans après, je suis toujours heureux avec ce gorille. Et en fait, justement, ce qui est important, c'est que peut-être vous éclairiez nos auditeurs, parce que vous êtes artistes tous les deux. Quelle est la place du crâne, des ossements dans votre travail? Parce que moi, j'ai l'impression que tout ce que vous achetez, tout ce que vous collectionnez quand même, fait partie de votre source d'inspiration, en fait, vous inspire. Ça, c'est des vases communicants avec ce que vous faites aussi. Oui, il y a une partie quand même. Oui, il y a une partie, oui. Puis après, c'est une question de, on recycle aussi quand on mange des os à moelle. Après, du coup, on nettoie les os à moelle. Moi, je travaille avec, puisque je fais des reliquaires avec les os.
Mais effectivement, il y a une collection de crânes. Enfin, c'est pareil, c'est une collecte. Enfin, c'est du moins, il y a eu un crâne, puis il y en a eu 2, puis du coup après plus 3, et puis après ça forme une famille. Oui. C'est plus des familles plutôt que des collections. Moi, le crâne, ce qui me fascine, c'est aussi une histoire d'enfance. Enfin, c'est pas ce qui me fascine, c'est pas l'histoire d'enfance, mais c'est le crâne. Mais c'est en fait une rencontre avec un crâne quand j'étais enfant, vers l'âge de 8 ans. J'étais en classe verte avec mon institutrice, et lors de cette classe verte, on faisait les Tarzans du côté des grottes, et un de mes copains ou moi, où on était une petite bande là, on trouve un crâne. Et donc, c'est fascinant pour un enfant, un crâne. Et nous, on le ramène, on le rapporte. Et on le rapporte à notre institutrice, qui était là, gentiment en train de lire son journal. Et elle s'est servi de son journal pour l'emballer. Elle l'a emmené dans notre classe, où il a traîné au-dessus d'une armoire, où il servait d'exemple de ce que pouvait être un crâne humain. Quand je suis arrivé en France, j'ai été aux Arts appliqués, où on s'est rencontrés, et j'avais comme professeur un professeur génial que n'aimait personne, qui s'appelait Monsieur Bourigeaud, qui était un peintre naïf, érotique. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, et il avait un pré-cabinet de curiosité dans une armoire de vestiaire, et il y avait déjà des crânes, des ossements, des oiseaux empaillés qui faisaient dessiner. Et là, rechoc, j'ai 20 ans, et à 20 ans, je revois un crâne que je peux toucher, etc. Et là, ça a été vraiment, il m'en faut un absolument chez moi. Et c'est en allant au bus avec toi que j'ai découvert les premiers des crânes d'anatomie. Vous voyez, des crânes découpés, calottes crâniennes, faciales, mandibules et autres. Et j'ai commencé une petite collection comme ça. Et c'est là où tu nous expliques, où tu nous décris en quelques mots ce que tu fais toi, comme art. Moi, bien sûr. Pour qu'on comprenne que ça t'a marqué au point d'avoir une incidence. Mais en même temps, je dessinais beaucoup les crânes déjà. Et j'avais inventé un alter ego qui était Monsieur Crâne, qui était moi. Donc c'était Monsieur Crâne, un peu seul dans la ville, désespéré, cherchant l'amour et passant son temps à se battre avec d'autres Monsieur Crâne morts, que des morts partout. Et après j'ai arrêté les Monsieur Crâne et je me suis mis à faire des crânes en volume. J'avais jamais fait de papier mâché, etc. Et je me suis mis à faire plutôt des masques. Et après les masques, je me suis dit pourquoi pas faire le crâne en entier. Une fois que j'ai fait le crâne en entier, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et puis c'est le miracle de la corde, des objets chinés avant. Enfin, on chinait aussi énormément de matériel. Oui, on chine beaucoup de matériel pour travailler. Donc on chine des cordes anciennes. Parce que les collections, du coup, ça fait aussi partie, c'est des collections, mais pour faire quelque chose avec. Finalement, il y a beaucoup de choses ici qui sont à voir, c'est des objets, mais après il y a beaucoup d'objets qui servent à faire quelque chose. On a des collections de cordes, des collections de perles, des collections de cheveux, d'os, voilà, des choses comme ça. Donc, parce que quand même il résiste, mais les œuvres de Jim Skulls sont des crânes qui sont merveilleusement recouverts de cordes, mais d'autres matériaux aussi, et qui ensuite se prolongent dans un miracle d'enchevêtrement de cordes, de couleurs, d'éléments, de tissus, voilà, c'est vraiment très 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 spectaculaire, impressionnant. Et je passe à Coco, parce que Coco, elle, explique que tous ces objets sont des objets de transition, mais il y a énormément de choses qui sont juste des objets magnifiques, qui sont beaucoup de masques, beaucoup d'éléments d'art tribal, d'art. Et comment est-ce que tu les intègres dans ton travail? Parce que moi je les intègre. Je travaille avec de la photographie puisque collectionneuse de photos aussi, mais pas que. Et dans la photographie, effectivement, j'intègre. Il y a une partie de mon travail qui s'appelle les chimères et merveilles, où là, j'intègre des masques. Donc, je peins à la gouache des masques qui existent, qui sont référencés dans des galeries, dans des musées, qui sont des masques africains, qui sont des masques océaniens.
On m'a dit de me rapprocher du micro, donc je me rapproche du micro. On a fait le petit geste comme ça. Donc des masques, oui, effectivement des masques, mais il n'y a pas que des masques. Après, il y a tout un monde floral, je pense, qui plaît beaucoup aussi. Les fleurs, les animaux, les mondes invisibles, un monde invisible, des fantômes, l'art contemporain, de l'art contemporain, toujours un petit clin d'œil en fait à des artistes que j'aime bien, mais où tout est vraiment référencé. C'est un travail de recherche aussi. Puis tes masques, ils viennent aussi de collections. Les masques, ils viennent aussi, des collections Breton, de collections Vérité. Tout est, oui, ça vient pas de nulle part. Voilà. Et puis un goût pour ça. Oui, il y en a ici, il y en a. Si, dans mon atelier, j'en ai des masques, mais c'est vrai que puis après le masque, c'est quelque chose qu'on porte, donc on est caché derrière. Enfin, il y a toute une histoire après. Alors, je suis aussi contente de pouvoir interviewer un couple de collectionneurs. Et j'avais lu dans un article il y a un certain temps l'histoire d'un couple qui trouvait qu'avec le temps ils s'étaient un petit peu éloignés l'un de l'autre, et puis ils ont décidé de démarrer une collection et ils racontaient que ça avait recimenté leur couple. Mais vous avez c'est ciment depuis le début, puisque vous avez collectionné tous les deux très tôt, et vous diriez que ça joue quel rôle dans votre couple? Non, tu disais c'est comme si on avait un deuxième enfant. Oui, c'est comme si on avait un deuxième enfant en fait. On s'est connus jeunes, donc on a grandi ensemble, on s'est formés ensemble, on a heureusement les mêmes goûts depuis autant d'années. Pas vrai, on n'a pas forcément les mêmes goûts. Enfin on a quand même beaucoup de goûts communs, heureusement, voilà. Parce qu'en fait pour vivre, il y a de la porosité, quoi. Donc, non, mais on s'entend bien, et en fait toutes les collections sont montées ensemble, et au contraire on sait évidemment pertinemment ce que va aimer l'autre quand même. Oui. En général, on demande quand même, quand on voit un objet ou puce ou on demande l'aval. Oui, on se concerne. Dire bon, l'aval, si t'as envie de prendre. Tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux, c'est sûr. Oui. Puis après, ça va dans mon atelier là-bas et c'est mon antre. Voilà. Donc je fais ce que je veux. Ouais. Mais c'est vrai qu'en général, non, on est d'accord sur les objets qu'on. On se connaît quand même très 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 bien. Oui. Puis... Mais on peut se surprendre des fois. C'est vrai. Oui. Je me dis, mais pourquoi t'as acheté cette merde? Non, mais c'est vrai que des fois, t'achètes des objets très surprenants. Oui. Comme quoi, par exemple? Dans les objets un peu incongrus ou vraiment très particuliers. La dernière fois, j'ai trouvé une que t'as pas vue dans mon atelier. Mais une petite, en fait, c'est une mini cage. C'est une petite cage à oiseaux. Mais vraiment le truc vraiment très art populaire en fait, qui est en bois, avec vraiment des petites grilles. En fait, on doit lever la grille pour mettre le petit oiseau ou la petite souris. Mais alors le truc était un peu vraiment très très abîmé, tout rouillé. Mais à l'intérieur de cette petite boîte, il y avait des toiles d'araignée et de la poussière en suspension. Vraiment, c'était fin. Du coup, j'ai demandé le prix. Évidemment, ça valait rien. Mais j'ai adoré cet objet, et je trouve que c'est un objet qui me parle énormément, puisqu'il est raffiné. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a parlé. Je collectionne la poussière, je collectionne les moutons, enfin bon. Et donc là, du coup, pour arrêter, si jamais il y a un courant d'air, j'ai mis une petite vitre devant cette petite cage à oiseaux, justement pour que ni la poussière ni les toiles d'araignée s'échappent en fait de cette petite cage. Mais alors justement, comme là on vous parlait un peu d'objets, je vous avais dit que j'aimerais bien savoir quelle est l'acquisition un peu la plus abracadabrante que vous ayez pu faire. Honnêtement, vu ma visite de ce matin, j'en ai vu pas mal qui mériteraient le titre d'acquisition la plus abracadabrante. Mais selon vous? Après, je sais pas déjà quelle est la définition d'abracadabrante. Oui, c'était plus dans l'idée de quelque chose que vous avez acquis d'une façon un peu incroyable, un peu abracadabrante. Non, moi c'est vrai que c'est un peu bizarre aussi. J'allais beaucoup rue Cantagrel à l'Armée du Salut, où ils faisaient des ventes d'objets déclassés, etc. Et sur un mur c'est un genre d'Emmaüs, Armée du Salut, il y avait un chat momifié accroché au mur, et donc je tombe pareil comme le gorille, interloqué. J'avais jamais vu un chat momifié de ma vie. Donc et je me dis, mais c'est quel merveilleux objet. Et je vais voir les. Ta mère l'a pas vu. Ouais, je vais voir les vendeurs. Donc les tableaux, tout ça. Et ça, le chat, ce n'est pas à vendre. Je fais, oh nom de Dieu, c'est pas possible. Donc je ne peux pas l'acquérir. Et c'est resté une frustration. Mais je pense que peut-être chez les collectionneurs, il y a peut-être l'effet de frustration.
Bon, bref, après, je traînais pas mal les nuits dans Paris, etc. J'étais quand même j'aimais bien la nuit parisienne. J'allais souvent au Piano Vache. Et un jour, posé à l'entrée, comme ça, il y avait les grilles, il y avait la petite table, je bois mon coup, j'écoute de la musique, je tourne mon regard vers les grilles, et qu'est-ce que je vois derrière les grilles? Un chat momifié. Je fais, nom de Dieu, c'est pas possible. Il est là, près de moi, qu'est-ce que je fais? Je venais là très souvent, mais j'avais jamais remarqué, je pique le chat momifié. Et là, évidemment, le propriétaire a bien vu que le chat n'était plus là, et comme il me connaissait, il a décroché son petit téléphone et puis il m'a appelé, il me connaissait très très bien, et il m'a dit, tu le ramènes, sinon tu es interdit de Piano Vache. Et alors là, j'ai fait, entre le chat et le Piano Vache, je ramène le chat, frustration, quelques années se passent, un ami achète un appartement dans le 19e, et il avait une cave squattée, il faut qu'il vire tout ce qui se passe là-dedans, enfin les matelas et tout le bazar, et là, sous un matelas, enfin dans un coin, un chat momifié. C'est incroyable. Et donc il m'appelle, me dit, tu vas pas le croire, j'ai un truc fantastique pour toi. Moi, dans mon idée, il avait un objet Kanak, ethnographique, etc. Je m'étais fait tout un film, et j'y vais. Et là, il me sort un chat momifié absolument fantastique, le plus beau de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Il est magnifique. Oui, il est vraiment grand, très lancé, très beau. Parce qu'après j'en ai vu, mais moins beau. Un peu dans la douleur, tout ça, j'aime pas trop. Parce que là, celui, il paraît un peu endormi, il est très bien. Et il me l'offre. Mais comment on fait des animaux momifiés? Eh ben apparemment le chat. Oui. Alors ça peut être atroce. Le chat. D'ailleurs, de toute façon, c'est atroce. Le chat momifié meurt parce qu'il a mangé peut-être une souris qui aurait mangé un petit peu de morora. Et bon, quick, donc contamination. Puis, apparemment, ça les dessèche. Et en fait, ce que la morora dessèche, apparemment, l'animal ne pourrit pas, il devient comme un carton. Et voilà. Et après, il peut y avoir aussi l'air, etc., qui joue, puisque mais c'était peut-être de la morora, le raton de ton père. Ouais, oui, peut-être. Oui. Comme ça. Ce qui est très beau, c'est qu'il n'y a pas de poils dessus, ça a un côté carton, c'est brun, mais c'est magnifique. Ça nous plaît, hein, nous. Oui, c'est le côté égyptien. Faut pas dégoûter les auditeurs. Hein. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas sale. Changez de chaîne. Et Coco, toi, l'abracadabran? L'abracadabran, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vrai, c'est pas évident. C'est pas évident. Après, moi, j'ai ce grand masque derrière qui est... Oui, tu peux en parler, parce que c'est un masque qui fait 1m50 de haut, facile. Oui, au moins, oui. En fait, c'est un masque cavate Béning, donc Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est fait en écorce, genre tapas battu. Et il ressemble. Alors, il a deux grands yeux énormes, concentriques, on dirait des cibles un petit peu. C'est très hypnotique. Il a deux grands yeux rouges comme ça qui nous regardent. C'est vrai que c'est un objet qui est assez marquant, qui est assez grand. Et bon, la maison ici étant grande, on va dire, il est dans son élément. Mais quand on l'a acheté, je savais que c'était grand. Mais quand on l'a acheté la première fois et que la personne est venue nous la livrer, on s'est dit, oups, c'est vraiment grand. Mais c'est un objet que j'avais toujours vu moi dans des bouquins, que j'ai peint beaucoup dans mon travail parce que je trouve que c'est vraiment un objet très particulier, un masque très particulier. En fait, c'est des objets initiatiques normalement, donc c'est pour la danse du feu, pour faire entre l'âge adulte et l'adolescence et l'âge adulte. Donc normalement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le soir, ils font un énorme feu. Il y a les danseurs qui portent ces grands masques, ils passent à travers le feu et logiquement ces masques brûlent à la fin de la cérémonie, sauf que je pense qu'après les touristes, enfin ou les gens, les marchands sont peut-être dit c'est quand même un objet assez particulier, ça a peut-être intéressé. Donc maintenant on en trouve un peu sur les marchés, mais il y en a beaucoup des pas beaux parce qu'on va dire ils ont c'est des proportions. Oui, ils ont des proportions très particulières. Des fois, il y en a qui ont comme des becs de canard. Bon, il a, on va dire, comme un petit bec de canard. Mais enfin, vaudrait mieux le voir en vrai. Là, les pauvres auditeurs vont pas vraiment se rendre compte. Mais... Alors, les auditeurs vont penser qu'on fait une série sur l'art primitif, puisque l'épisode juste avant, c'est Julien Flack qui connaît évidemment très bien Coco et Jim. Et donc, la fois dernière, on a parlé d'Afrique
d'Afrique, d'Amérique, et là on continue avec les Papouasies. Voilà, la Papouasie. Alors, vous savez qu'à chaque fois, je m'amuse à trouver une citation à laquelle j'ai envie de faire réagir nos invités. Et donc aujourd'hui, pour Coco et pour Jim, j'ai sélectionné une citation de Maurice Reims dans son livre, bien évidemment, intitulé « Les collectionneurs ». Alors je vais vous la lire. « Comme celui qui est touché par la foi s'isole instinctivement de ceux qui n'ont pas reçu la vérité, l'entrée dans les ordres collectionniste isole le nouveau frère du reste du monde, celui-ci ayant tendance à considérer le collectionneur comme un original. » Alors, en dépit des dénégations de Coco, nous sommes bien ici chez des frères qui sont entrés dans les ordres collectionnistes. Et je voudrais savoir, est-ce que ça vous isole du monde ? Est-ce que ça vous fait passer pour des originaux, selon vous ? On se rend plus compte peut-être, parce qu'on vit dedans, ça fait des années qu'on monte, qu'on crée ce deuxième enfant. Ouais. Non, c'est le premier, le mieux. Mais ça, bonjour, voilà. Oui, fatalement, peut-être qu'il y a des gens pour qui ça doit sembler un peu étrange. Il faut quand même, je pense, s'intéresser un peu à peut-être à ce qui nous entoure. Certains, ça va être, je sais pas moi, les lampes pigeons, comme les gens collectionnaient dans les années 50-60. Aujourd'hui, on a plein de centres d'intérêt, puis peut-être que ça s'est développé plus la collection, l'envie de collectionner. Il y a des nouvelles générations. Il y a des vides-greniers, il y a des journaux qui sont spécialisés. Il y a des émissions. Il y a des émissions à la télé. Voilà. Il y a eu des livres sur les collectionneurs. Alors nous, oui, effectivement, on est collectionneurs. On connaît peu de collectionneurs. C'est vrai, on connaît plus de marchands. On connaît les marchands artistes. sont pas souvent collectionneurs. Ils vendent plutôt. Souvent, on a demandé à des amis marchands, mais tu collectionnes, et dit ah ben non, moi je collectionne pas. Après, je garde un peu, je profite et je revends. Voilà, mais nous, oui, on a des multi-collections. Alors j'ai quand même l'impression que ça vous isole pas du monde, parce que j'ai l'impression que vous on êtes la partage, vraiment hyper sociaux, vous avez plein de potes. Oui, puis on a prêté pour des expos, etc. Mais après, c'est vrai que peut-être qu'il y a des objets effectivement ici qui sont assez chargés. On va dire, c'est pas des petits objets genre on collectionne effectivement les lampes pigeons. Bon, j'ai rien contre les lampes pigeons, mais effectivement, c'est des objets qui ont vraiment une âme. Ils ont quelque chose. Il y a un peu de charge, oui, c'est vrai. C'est pas des petits objets, c'est pas des porte-clés, quoique c'est très bien un porte-clés, mais c'est des objets qui ont vraiment une histoire. Je pense que tous les objets qu'on a... Ça raconte un peu le monde quand même, ça raconte d'autres civilisations, ça raconte d'autres rites, d'autres manières de voir le corps, enfin ça raconte plein de choses comme ça. Ça nous fait voyager, ça nous fait apprendre, ça nous cultive, ça nous fait rencontrer des gens. Non, c'est... Après, il y a aussi des objets qui sont pas que du monde extra-européen, il y a après des objets d'art populaire, donc qui sont des objets modestes. En fait, il y a plein d'objets ici qui sont des objets modestes, qui sont en pierre, faits par des papys dans les jardins, qui étaient eux pris pour des originaux. Et j'en profite pour dire aux gens qui nous écoutent que dans le très bon livre Collectionneur d'Emmanuel Pierrat, il y a un chapitre qui est consacré aux collections de Coco et de Jim, comme ça peut mettre des images. Et pour moi qui ai eu vraiment la chance, le privilège de visiter cette maison très très habitée, oui, il y a beaucoup de choses qui sont quand même reliées aux rituels. Donc c'est vraiment des rituels du monde entier, mais donc il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de choses. En effet, ce sont pas des objets léger, il y a tout est très intense. Enfin, moi je le ressens comme ça après ma visite, il y a une intensité dans ce que vous collectionnez. Oui, mais c'est doux quand même. C'est intense, mais c'est doux. Après, il y a une unité de couleur. Après, c'est vrai il n'y a pas vraiment de choses d'art contemporain, entre guillemets, très coloré. On essaye de garder c'est pas qu'on essaye de garder une harmonie, c'est que ça s'est fait comme ça. Après, c'est la retraduction de vos goûts aussi, c'est oui, normal. Oui.
Et dans le rituel, c'est vrai qu'on est particulièrement collectionneur. Oui, ossements, crâne, Golgotha, Jésus sur sa croix, etc. C'est vrai qu'on collectionne les cellules de nonnes, les vierges, on collectionne les croix. C'est vrai que ça fait beaucoup de spiritualité, alors qu'on n'est pas. Il y a une grande, excuse-moi, ma Sainte Vierge, elle n'est pas énorme, c'est une grande Sainte Vierge. Qui est en Saint-Sulpice. Voilà, toute simple, elle est mais qui nous suit depuis 40 ans. Oui. Mais oui, c'est vrai. Mais on n'est pas croyant. Mais c'est après. Mais moi, je sais pas si je suis pas croyant. Mais j'ai pas d'éducation religieuse. Malheureusement, j'en ai pas. Mais j'aurais aimé en avoir une pour l'histoire de l'art. Ça aurait été vraiment intéressant. C'est peut-être ça ce que ça retraduit. C'est quand même justement une curiosité pour des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément été formaté ou au contraire. Il y a ça. C'est aussi une histoire familiale parce que allez sur le divan. Mais j'étais dans ce petit village du nord de la Nouvelle-Calédonie, c'était tenu par les pères, les prêtres, etc. Quand mon père est arrivé, c'était un laïc forcené, pas forcément forcené, mais pas forcément violent, mais ils étaient en conflit. Il a failli se faire virer 2 fois de Nouvelle-Calédonie et par-delà, j'ai été interdit d'église. Tous mes copains allaient à l'église sauf moi. Ça me mettait pas bien, quoi. Je voulais être avec mes copains. Et je pense que ça a aussi un goût de ça, encore une frustration, une envie peut-être d'être un peu comme tout le monde, pas être mis à l'écart des autres, de mes amis. Et peut-être ça m'a donné plus d'attention à ça encore. Je me suis plus intéressé pas à la religion, puisque je suis pas du tout religieux, j'ai pas ni baptisé ni quoi que ce soit, mais un goût pour les arts, les tableaux, les sculptures, la représentation de Jésus. Quand on arrive avec un œil extérieur, c'est une ligne. Le buste de Jésus au musée Fenaille à Rodez. Ah oui, très beau musée. Alors là. Ouais. Là, c'est magnifique. C'est une recommandation, mettez ça sur votre liste. Voilà. Le musée Fenaille. Ouais. Et la collection de menhirs. Exceptionnelle. Oui. À Rodez. Dès qu'on passe. Très, très beau. On fait un pèlerinage chez Calutia. Oui. On y est allé. Merci pour ça. Oui. Et puis, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose que vous rêvez de trouver un jour dans ces pérégrinations de Chine? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver un jour? Alors, qu'est-ce qu'on aimerait trouver? L'objet inattendu, peut-être déjà, là, une rencontre, on ne sait pas, et puis tout d'un coup, paf, on se dit, voilà, je te cherchais depuis toujours, je t'ai trouvé. Non, moi, il y a quelque chose que j'aimerais trouver. Bon, c'est pas du tout, on peut le trouver, j'en ai déjà rencontré, mais c'est pas l'objet que je voudrais. C'est comme le masque bénigne, là, de Papouasie. J'en ai vu plusieurs, mais je me suis dit, c'est toi que je veux. Donc, j'aimerais trouver un ludion. Donc un ludion, mais pareil, un beau ludion, the ludion quoi. Un ludion, c'est comme une bouteille en verre. C'est le principe d'Archimède. En fait, il y a des petits objets en verre filé à l'intérieur, en général religieux. Encore une fois, on y retombe. Et en fait, c'est une bouteille avec à l'intérieur plein de petits objets en verre filé. Donc du coup, qui montent, qui descendent, qui sont en suspension dans cette bouteille. Donc c'est suspendu par des petits, comme des petits, comme des petits ballons. Comme des petites montgolfières, en fait. Des petites montgolfières sous lesquelles seraient suspendus des petits sujets religieux ou pas. Donc c'est un objet très coloré, ça peut être très coloré. Oui, c'est voilà, mais il faudrait que j'en trouve un qui me plaise vraiment. Donc avis à la population. Voilà, un ludion. Je cherche un ludion. Voilà, ouais. Mais après c'est la recherche du merveilleux, le quête du merveilleux comme André Breton. Moi je suis très, je vis même dans le merveilleux. Ton objet. Ça m'a beaucoup turlupiné. Et puis après, je me suis dit, tiens, quel objet? Ce serait un costume de deuilleur Apuema, Kanak, Apuema. Et ça se présente comme un masque avec des yeux clos, un nez proéminent souvent. Il est très très en arc. Ils peuvent être aussi un peu épatés sur certains, mais c'est très en bec d'oiseau, on va dire. C'est surmonté d'une petite coiffe tressée et une grande boule de cheveux au-dessus. Le danseur porte
ce masque et il est protégé, enfin son corps est invisibilisé par un costume de plumes de Notou. Et ça, c'est un objet vraiment très très étrange et ça m'a Pierre Loti, toujours chez Pierre Loti, il y en avait Pierre Loti, voilà. Et puis ça me rappelle aussi mon travail. Il y a un côté en suspension comme ça, un peu en résurrection que j'aime bien. Si je croise cette chose un jour. Donc avis aux auditeurs, nous cherchons un ludion et un crâne il y a un masque de deuilleur âprement. Voilà. Bon, les chats aussi. Alors, la question de l'île déserte, vous n'y échapperez pas. Vous avez 30 secondes chacun pour me dire ce que vous allez emporter sur votre île déserte. Et j'ai une bonne nouvelle, vous n'allez pas être tout seul sur cette île déserte parce que je vous y envoie tous les deux. Ah, ouf, déjà, ça... Ah oui. Bon, tu seras mon vendredi. Voilà. Alors déjà, partir sur une île déserte, jamais. Mais bon, je vais être un peu obligée d'y aller pour répondre à la question. Parce que j'y suis. Donc, parce que tu y es déjà, donc voilà. Donc, on sera deux. Non, alors, partir sur une île déserte, vraiment, c'est pas mon idée principale, mais, alors, je peux pas emmener de radio parce qu'il y aura pas de pile, pas de branchement, puis c'est pas un objet d'art, quoique. Alors j'emmènerai, j'ai bien réfléchi aussi, un objet en plastique qui est un pipiou. Donc c'est une publicité, c'est un objet en fait, tu vois, c'est une génération après le pipiou. La fameuse publicité, c'est on a toujours besoin d'un petit pois chez soi. Une publicité qui date de 1966 et en fait c'est un objet, c'est pour donc nous on le connaît, Muriel le connaît. Ça ressemble à ça fait à peu près une vingtaine de centimètres. Ça a une grosse tête de petit pois vert en plastique. Il y a un petit bec de canard. Il doit avoir une petite crête sur la tête. Il a deux petites ailes et il a le corps, on dirait une fraise verte, et après il a deux petites pattes avec comme des petites pattes palmées et une petite queue. Voilà, donc c'est un petit objet qui est extrêmement positif, que j'aime énormément, qui est dans ma cuisine et qui est posé sur la hotte, à côté d'une grosse banane façon Andy Warhol. Voilà, donc après. C'est un doudou en fait. Ouais, et puis au moins il est sympathique. Je crois que je m'ennuierai jamais avec mon petit pois pipiou. Voilà. Et toi, Jim? Alors moi, ça va être beaucoup moins positif. Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi et puis je me suis dit quel objet de ma collection emmener. Et je me suis dit tous ou aucun. Et finalement, je me suis dit il y en a peut-être un. Et c'est un genre de vase canope. Et c'est un objet que on a acheté à Saint-Sulpice Céramique. Et c'est une céramique faite par un Américain basé à Orléans qui utilise des terres qui ne sont normalement pas faites pour faire de la céramique. Donc c'est un côté un peu néolithique, un peu comme ça. Très beau. Et je venais juste de récupérer les cendres de mon père. Et je me suis dit, c'est trop laid les urnes funéraires qu'on a aujourd'hui. Je voudrais même qu'il y ait quelque chose de joli. Donc j'ai transféré une partie des cendres de mon père à l'intérieur. Voilà. Bon, je m'entendais bien avec son beau-père, donc même mort, ça va aller, ça va bien se passer. Non, mais c'était pas mon beau-père, c'était non, mais mon ton beau-père. beau-père. Oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. Ah bon, j'ai cru que c'était ton que je partirais avec toi et mon beau-père, mais que je D'accord. m'entendais bien vivant avec tout le monde. Donc là, ça ira. Alors Voilà. vous que nous écoutez, vous pouvez aussi réfléchir dans vos collections avec quoi vous partiriez sur l'île déserte, parce que en général, les gens ont quand même beaucoup besoin de réfléchir à cette question. Et puis alors en passant, petite question surprise pour faire un clin d'œil à ma galerie, quand les fleurs nous sauvent. Quelle est ta fleur préférée, Coco? Une seule? Oui. Oh, ça c'est pas gentil. Jim, ça te fait du temps pour réfléchir parce que je vais te poser la même question. Une seule. Alors j'aime plutôt les fleurs des champs tant qu'à faire ou les fleurs nature, et je dirais un myosotis, Forget Me Not. Je trouve ça charmant et j'aime beaucoup les fleurs bleues. Et toi, Jim? Et moi, ça va être encore très sympa. Moi, j'aime beaucoup le lys. J'aime beaucoup le côté étoilé de la fleur de lys, le côté spectaculaire, c'est incroyable. Comment ça peut exister une fleur comme ça? Ça dure longtemps. Et j'adore l'odeur du lys. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi, c'est une fleur qui laisse une trace. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, ça tombe sur un meuble en bois, en tissu, vous en oubliez n'importe quoi, et c'est impossible à enlever. Donc tu le dépeins
possible. Ouais. Mais je trouve ça merveilleux. Et puis, ça dure très longtemps. Et puis, il y a un côté religieux quand même. Le lit, évidemment. C'est aussi lié à la Vierge. On y retombe. Alors, pour finir, je vais poser une question à chacun. Et auparavant, je leur ai demandé de ne pas se dire quelle était leur réponse. Donc, Coco, à ton avis, si Jim commençait une collection, ça serait laquelle ? Je sais qu'une fois on avait évoqué, mais c'était pour rire et puis on l'a vraiment pas fait. Les cocottes en papier, parce qu'on s'était dit en fait un jour on a trouvé une cocotte en papier mais en fer qui était assez jolie. D'ailleurs c'est joli une cocotte en papier, mais pas en papier. Il s'était dit tiens après tout je pourrais commencer les cocottes en papier. Il y en a pas beaucoup donc du coup. Et on risque de se retrouver avec des centaines de cocottes en papier. Mais je peux pas répondre, je ne sais pas. Et toi, Jim, si Coco devait commencer une collection? Alors, je sais pas si ce serait ça, ces collections. Ah bah. Non, ça serait. Alors, si. Non, parce que c'est très raffiné. Je pense que c'est tout moi. C'est tout toi. Ça serait pour moi. Tu vas me dire les camées en lave. Wow. Oui, c'est vrai, en pierre de lave. C'est vrai que c'est. Ou les intailles. Les intailles, c'est vrai que c'est joli aussi. J'ai pensé. Ouais, mais là, faudra casser ta tirelire parce que c'est pas une petite collection, ça, c'est pas ma petite. Moi, je pense les pierres de. Non, mais les pierres de lave, c'est possible. Les intailles, c'est peut-être un petit peu plus. Mais bon, c'est une bonne idée, non? C'est une bonne idée. Puis ça prend pas beaucoup de place. C'est une bonne idée. Bravo. Voilà. Ouais, d'accord. C'est voté. C'est noté, hein. Voté. Mais écoutez, on arrive un peu au terme de notre voyage à travers toutes vos collections. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci Muriel. C'était une belle rencontre. Très belle rencontre et puis un joli couple et une très belle maison et plein de choses à partager. Donc j'espère que ceux qui nous écoutent auront fait le même voyage. J'espère qu'ils seront heureux. Écoutez, une merveilleuse émission. Merveilleuse émission à écouter, surtout la nôtre. Au revoir à tous. Au revoir.